Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Brassage, votre rendez-vous socio-culturel qui fait vibrer l'Afrique et ses voix. Ici, nous discutons des sujets qui nous rassemblent, qui nous animent et qui nous connectent d'un bout à l'autre du continent et même au-delà. C'est Rania et Tracy, ravis de vous retrouver pour explorer ensemble ce qui fait la richesse de nos identités. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Aujourd'hui, on plonge dans un univers qui nous parle tous, la mode, et pas n'importe laquelle, la mode africaine. Avec ses couleurs, ses motifs, ses tissus uniques, elle est devenue un symbole d'identité, une revendication culturelle et une influence majeure dans le monde entier. Cette mode africaine, longtemps méconnue, fait désormais la une des podiums internationaux et des magazines. Mais au-delà des tendances, elle reste pour nous, Africains, un moyen d'exprimer qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous avons à raconter. Alors, quel est le rôle de cette mode dans l'expression de notre identité et comment s'impose-t-elle sur la scène mondiale ? Pour en discuter, j'ai le plaisir de retrouver autour de cette table deux chroniqueurs venus de différents pays du continent. Ils sont ici prêts à partager leur point de vue. Varso Mifundo du Congo-Brazzaville. Bonjour Varso. Bonjour Ania, bonjour à tout le monde. Et Mohamedou Dia du Sénégal. Bonjour Mohamedou. Bonjour Ania, bonjour chers auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Merci à vous d'être là. Alors plongeons dans notre sujet. Vous savez, il y a encore quelques décennies, la mode africaine n'avait que peu de visibilité hors de nos frontières. Et aujourd'hui, on voit des créations, des tissus et même des coiffures inspirées de chez nous sur les podiums de New York à Paris. Mais ce n'est pas seulement une tendance, c'est aussi un outil de réappropriation culturelle, une façon de dire au monde, nous sommes là et nous avons des histoires à raconter. N'est-ce pas, Mohamedou ? Bien sûr, vous l'avez si bien dit, en disant que ce n'est plus quelque chose de l'esthétique, c'est un outil qui est vraiment puissant et c'est une réappropriation culturelle. Au début, par exemple, quand par exemple on fait référence par exemple au début, par exemple en ce qui concerne le Sénégal, on pensait juste que c'était quelque chose qui n'était pas une tendance, quelque chose qui n'était pas vraiment beau en quelque sorte. Mm-hmm. C'était vu comme une marque de pauvreté ou des marques qui représentaient par exemple la classe moyenne. Et au fur et à mesure que les temps on évolue et on avance, nous avons su faire la différence que ce n'était plus juste ça ne représente pas juste la personnalité de la personne, mais ça représente l'identité culturelle d'une ethnie ou d'une société. Par exemple, quand je par exemple donne aussi un autre exemple, c'est quand on parle des ethnies qui sont au Sénégal ou peut-être en Afrique qui représentent environ qui regroupent plutôt plus de 3000 ethnies. Chaque ethnie a sa mode, la manière de s'habiller. Par exemple. Et avant-hier, j'en parlais même à Alamine, il m'a montré une photo d'une personne. Automatiquement, j'ai vu la manière dont la personne était habillée. J'ai dit que la personne, elle fait partie de l'ethnie Peul. Alamine, c'est notre chroniqueur camerounais. Camerounais, très bien. Donc moi qui suis sénégalais, mais quand même, au fur et à mesure que je vois, par exemple, la manière dont les Peuls de l'Adama Hawa s'habillent, j'ai su distinguer que cette personne ou cette méthode ou cette mode, elle fait partie de cette ethnie. Donc, ce qui fait que c'est une appropriation culturelle. Donc, c'est à valoriser, c'est quelque chose qui est vraiment important et
Et ça parle de l'histoire, ça représente beaucoup de choses, non seulement comme encore une fois l'esthétique, la beauté, mais aussi voilà, la culture de la personne et la valorisation de soi, voilà. De valoriser voilà, soi-même. Merci Mohamedou. Varso, au-delà des tendances, Mohamedou l'a bien dit, la mode en Afrique a aussi un rôle identitaire. Donc chaque pièce raconte une histoire, elle est souvent un hommage à notre culture, notre héritage, notre famille. Quand on enfile un boubou, un pagne ou une tunique, ce n'est pas juste pour être à la mode, c'est une manière de dire qui nous sommes. Qu'en penses-tu? Bien évidemment, comme a su le dire mon confrère, chaque ethnie a sa manière de s'exprimer, d'exprimer sa culture et son identité. Vous savez, la mode africaine est une expression vibrante d'identité culturelle et un phénomène justement mondial croissant aujourd'hui. Quand on parle justement de la mode africaine, c'est une véritable affirmation identitaire. Elle permet aux Africains de renouer avec leur origine et justement se réapproprier les éléments qui sont souvent été stéréotypés aujourd'hui ou réappropriés par d'autres cultures. Donc ce mouvement justement loin d'être simplement esthétique s'inscrit justement dans une démarche de valorisation des identités africaines et le refus justement des narrations extérieures. Et également les créateurs justement de modernes fusionnent souvent des styles traditionnels avec des designs contemporains pour proposer des styles qui racontent une histoire, qui transmettent des valeurs. Je prendrai en exemple en Afrique de l'Ouest, les motifs en wax ou bogolon du Mali sont révisité aujourd'hui pour raconter des histoires contemporaines, parfois avec des messages entre guillemets politiques, soulignant un désir de reconnexion avec une idée africaine forte et engagée. Exactement. L'Afrique, c'est aussi une immense diversité de cultures, de styles, d'identités. Les looks sont parfois très différents entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, etc. Comment, selon vous, cette diversité régionale se reflète-t-elle dans la mode? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une mode africaine unique ou plutôt d'une mosaïque de styles, Mohamedou? Bon, moi je dirais que c'est une mosaïque de culture, de style plutôt, étant donné que... Et de culture également. Oui, et de culture, étant donné que l'Afrique, c'est le continent le plus grand, je pense, au monde. Et qu'elle regroupe aussi, comme je l'ai si bien dit, plus de 3000 ethnies. Donc, plus de 3000 ethnies, être juste être une entité sans distinction, je ne dis pas que c'est impossible, mais quand même, cette diversité, ça reflète la beauté de l'Afrique. Ça reflète la beauté de l'Afrique, encore une fois. Et du fait que, par exemple, que l'Afrique de l'Ouest a son propre style, ou a ses propres styles, l'Afrique du Nord a ses propres styles, l'Afrique centrale, etc., ils ont leur propre style. Ça reflète vraiment la beauté de l'Afrique, la richesse. C'est une richesse, parce que quand on parle de richesse, c'est un peu ça. Quand tu as quelque part d'ici et quelque part de là qui est un peu différent. Et également qu'on sait vraiment faire cette distinction, qu'on sait vraiment faire la part de ces distinctions, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, par exemple, et comme je l'ai dit, par exemple, chacune avec ses propres pratiques vestimentaires. Par exemple, si je prends par exemple le motif d'Adinkra, qui est du Ghana, ça représente une chose, ça transmet des messages. Comme Varsola a su bien dit, par exemple, il y a quelques ethnies qui, par exemple, à chaque style vestimentaire, il y a une histoire derrière. Il y a un message derrière. Quand on prend par exemple l'Afrique de l'Ouest, plus précisément la Guinée-Conakry, il y a un style unique qu'il se revête par exemple pendant les mariages, ce qu'il se revête et les baptêmes, ce n'est pas la même chose. Donc quand tu vois par exemple leur manière de s'habiller, là tu sauras que aujourd'hui, c'est vraiment un événement qui est vraiment important, à savoir le mariage, ou l'autre c'est le baptême, ou peut-être des fois c'est le deuil, donc c'est un peu différent.
Donc, on saura nettement que ça, ils font partie de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément la Guinée-Conakry. Quand on revient, par exemple, en Afrique du Nord, on voit, par exemple, le style vestimentaire algérien. On saurait vraiment dire que ça, c'est pas de la Tunisie, c'est pas de la Libye, mais c'est typiquement algérien. Donc, on sait vraiment faire la différence entre Algériens. Et pourquoi on saura le faire et que c'est vraiment important, cette mosaïque? Nous avons tous une manière de parler, nous avons tous une manière de faire certaines choses. Par exemple, laissons voir, je vais dire par exemple le langage corporel. Quand je vois par exemple une personne qui est vêtue de motifs ou de couleurs très vraiment différentes, je saurais quand même il est de l'Algérie, la personne elle est de l'Algérie, donc je saurais comment l'aborder, puisque ils ont la manière de parler aussi diffère, la manière d'aborder, de les aborder, ça diffère. Donc cette différence, moi je pense qu'elle est importante. On ne peut pas juste parler d'un style unique, non. Le mosaïque aussi, moi je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important et c'est à valoriser et également il faut en être fier. Voilà. Merci Mohamedou. Varso. Eh bien, moi, en termes de diversité culturelle, vous savez, l'Afrique est un continent d'une grande diversité culturelle. Et d'ailleurs, nous avons cité en amont, tout à l'heure, nous avons parlé de chaque région qui possède ses propres matériaux ou ses propres techniques et symboles. Déjà, cette diversité s'exprime dans la mode par des styles, les motifs et des textiles qui varient largement d'une région à l'autre. Je prendrai par exemple le kente ghanéen qui est réputé pour ses couleurs vives et ses motifs symboliques. Et tandis que vous irez en Afrique du Sud, vous trouverez le soué qui se distingue par ses imprimés géographiques. Justement, la mode africaine permet ainsi de proposer des collections qui tout en étant très diverses, véhiculent justement un message cohérent qui est des artistes enracinés dans la culture africaine. Je pourrais citer par exemple la styliste sénégalaise Adama Ndiaye qui utilise des techniques de teinture traditionnelles avec des motifs inspirés de l'artisanat local, ce qui justement lui permet d'offrir des pièces uniques ancrées dans son héritage culturel. Et ça, c'est très important à souligner. Merci Varso. Et je suis sûre que pour beaucoup d'entre nous, porter ces vêtements est presque un acte de résistance. C'est un moyen de dire je suis ici, j'existe et je suis fier de qui je suis. C'est surtout vrai pour la diaspora, non? Donc... Effectivement, pour la diaspora africaine, c'est juste la mode est un moyen de renforcer les liens avec les racines culturelles. Tout à fait. Ceux qui vivent donc en dehors de l'Afrique retrouvent un morceau de chez eux dans ces vêtements. Exactement. Donc, quand je fais référence, par exemple, on fait référence plutôt à une nostalgie, par exemple, quand tu vis pas chez toi ou quand tu résides pas chez toi à une période, à un moment donné. Donc, tu auras la nostalgie de ces lieux. Donc, et la seule façon vraiment de rester en contact avec cet environnement que tu as quitté depuis peut-être une décennie ou peut-être depuis 5 ans ou 4 ans, quel que soit le temps, quelles que soient les années. Mais le fait que tu aies quelque chose avec toi issu de où tu sais que ça, c'est de ton pays, là, tu te sentiras vraiment que tu es loin de ton pays physiquement, mais en esprit, comme on a tendance à le dire, tu es toujours... tu gardes toujours voilà, ce lien avec ton pays. Donc, ça, c'est une inspiration vraiment, et comme également, par exemple, des dashiki ou des turbans, par exemple, ça permet aux individus de maintenir une connexion avec leurs origines et célébrer aussi leur héritage. Donc, cette mode aussi est souvent abordée lors des événements culturels et des cérémonies communautaires, par exemple. Je peux citer, par exemple, en référence, par exemple, Sadio Mané. Lorsqu'il y a eu les Awards, par exemple, en 2021, lorsqu'il a été Ballon d'Or africain pour la deuxième fois, il était en costume. Il n'était pas plutôt en costume comme costard cravate, non, mais il était en tenue africaine. Donc, cela montre que, bien vrai qu'il n'est pas actuellement au Sénégal, ça peut symboliser beaucoup de choses. Mais moi, l'image que je peux voir, par exemple, il est en train de représenter
sa communauté. Il est en train de représenter non seulement le styliste ou le modéliste qui a façonné ou qui a modélé sa tenue, mais aussi tout le Sénégal ou toute l'Afrique bon, pas en miniature, mais toute l'Afrique de manière générale. Donc, on peut en parler également de beaucoup de joueurs. On peut en parler, par exemple, je peux citer l'exemple de l'équipe du Marseille. Cette saison, c'est tout récent. Ils ont, par exemple, fait leur entrée, par exemple, en vestiaire avec des tenues africaines. En l'occurrence, des tenues qui ont été faites au Sénégal par un styliste et tailleur sénégalais. Donc, lorsque j'ai vu la vidéo, moi, je m'étais réjoui de ça, de voir vraiment, par exemple, des personnes qui ne sont pas sénégalais ou des personnes qui sont, même s'il y a certains Africains tels que des Marocains ou des Algériens qui évoluent au Marseille, de porter des tenues traditionnelles faites par un Sénégalais, faites par un Africain, donc les Africains pour les Africains. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important. La diaspora aussi, pour ne pas monopoliser la parole, elle joue vraiment un rôle important qui permet vraiment de représenter le continent africain et de représenter également les couleurs de l'Afrique. Varso, est-ce que tu penses que cette mode africaine aide justement à garder ce lien avec les racines? Vous savez, pour la diaspora, déjà, on parlerait du fait que quitter son pays physiquement ne veut pas dire l'oublier ou passer à autre chose. Tout à l'heure, Mohamedou a parlé du dashiki. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis en dashiki, justement, c'était pour l'émission, pour en parler. Et malheureusement, pour nos auditeurs et auditrices, on ne peut pas voir. Mais justement, c'était pour l'émission. La diaspora, justement, le lien avec les racines en termes de mode. Et justement, elle permet aux descendants africains de revendiquer leur héritage dans leur pays d'accueil et de créer justement un sentiment d'appartenance et de fierté d'ailleurs. Vous savez, les vêtements et accessoires aux influences africaines sont devenus aujourd'hui des outils de célébration, d'héritage africain, permettant justement à la diaspora d'affirmer ses origines tout en renforçant justement la diversité culturelle dans les pays d'accueil. Je prendrai par exemple aux États-Unis ou en Europe les festivals afro-diasporiques comme Afropunk justement permettent aux participants de porter des vêtements inspirés de la culture africaine et de célébrer leur héritage à travers la mode. Justement, il y a un autre aspect qu'on ne peut pas ignorer, c'est cette question délicate de l'appropriation culturelle. Donc on voit des marques internationales qui adoptent nos motifs, nos coupes et parfois sans même mentionner leurs origines. Mohamedou, que peuvent faire nos créateurs pour protéger leur travail et revendiquer leur identité face à ce phénomène? Il faut qu'ils soient vraiment vigilants par rapport à ce phénomène. Comme tu dis, par exemple, le contrefaçon, ça existe. Par exemple, quand on voit que, par exemple, une chose est à la mode et c'est une tendance, il y aura toujours des personnes qui voudront également en faire profit. Et essayer vraiment de mettre une chose peut-être qui n'est pas du nôtre ou qui n'est pas du continent africain. Donc c'est à nous comme clients, c'est à nous comme amateurs qui veulent vraiment représenter le continent, qui veulent vraiment représenter nos cultures. C'est à nous de faire en sorte que de discerner, de savoir vraiment que ça ne représente pas l'Afrique, ça ne représente pas l'Algérie, ça ne représente pas le Sénégal ou le Congo ou le Cameroun. Donc de faire vraiment de regarder ça avec vigilance encore une fois. Mais Mohamedou, moi je parle des marques qui adoptent nos motifs, nos coupes et parfois même sans mentionner leurs origines. Droit d'auteur de manière générale. Exactement. Bon, d'un côté c'est bon. De l'autre côté ici, d'un côté quand je dis d'un côté c'est bon, par exemple, quand il y a par exemple des firmes internationales qui adoptent des motifs africains, ça dit que peut-être que nous sommes en train vraiment de nous démarquer, nous sommes en train vraiment de propulser le modèle africain. Là, c'est bien. Maintenant, si par exemple, comme tu as dit, c'est bien quand on mentionne que c'est africain. On ne mentionne pas. Là, c'est un souci. Exactement. Là, c'est un grand problème.
Je pense que face à ce phénomène, il va juste vraiment les poursuivre en justice. Moi, je pensais personnellement, par exemple, j'ai vu, il y a une cette polémique, par exemple, par rapport à ça, sur Beyoncé, par exemple. C'est pas dans la couture, mais puisqu'on parle du mode, donc ça peut rentrer également dans la musique. Il y a, par exemple, un film qui a été tourné, par exemple, au Sénégal en 2001. Beyoncé a utilisé l'image de ce film dans son album sans autant reconnaître que il a été inspiré du Sénégal. Quand on parle d'éthique et de déontologie, là, c'est pas éthique. Donc, des fois, il faut vraiment reconnaître, c'est du plagiat en quelque sorte. Et le plagiat, le fait de voler, c'est un vol. Quand on parle du plagiat, c'est pas bien. Il faut être honnête sur ce point. Et ce n'est pas le seul exemple. On peut en citer par exemple la danse, et j'ai oublié le nom de la danse, c'est une danse nigérienne. Round the World. Le titre s'appelle Round the World. Round the World, c'est la danse, la chorégraphie que Beyoncé a utilisée. C'est une chorégraphie qui a été inspirée d'un chanteur africain. Et lui et elle, plutôt, elle le mentionnait dans une vidéo, elle a essayé d'approcher beaucoup de personnes pour essayer de reproduire cette chorégraphie. Mais elle ne parvenait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait plutôt? Elle a fait appel à l'auteur en personne. Et là, elle a reconnu, et ça a fait du bien à cet auteur. Parce que déjà, elle a reconnu. Donc, ça permet de propulser, ça permet également de mettre en avant dans la scène internationale. Mais si on ne reconnaît pas, on ne respecte pas les droits d'auteur, là, c'est un souci. Donc, raison pour laquelle peut-être non modélistes, non stylistes, il va falloir qu'il essaie de faire les choses dans la règle de l'art, qu'il essaie vraiment de régulariser leur mode, leur marque. Au cas où, si une personne, par exemple, étrangère, essaie d'utiliser sans droit d'auteur, sans payer les droits d'auteur, et ils poursuivent en justice. Merci Mohamed. Voilà. Je souhaiterais justement rebondir là-dessus. Vous savez, l'appropriation culturelle est une problématique sensible dans la mode africaine. Les marques internationales se sont appropriées des styles ou des motifs africains sans en reconnaître la signification ou les origines, souvent sans impliquer des créateurs africains. Et justement, cela peut engendrer une perte de sens et même de revenus pour les créateurs locaux. Et ce qui risque justement de réduire la culture africaine à une simple mode passagère ou un exotisme, comme ils ont l'habitude d'utiliser, ce qui rend une circonstance qui est désagréable pour les locaux. Vous savez, des marques de luxe ont utilisé le wax ou d'autres tissus africains sans reconnaître les origines, provoquant justement des débats sur l'éthique ou la nécessité de protéger, dont parlait Mohamed, sur l'héritage culturel africain. Merci beaucoup Varso. On voit de plus en plus donc de jeunes créateurs et influenceurs africains qui utilisent les réseaux sociaux pour partager leur vision de la mode. Ils redéfinissent les codes, imposent leur style et arrivent à toucher un public mondial en restant fidèles à leurs racines. Que pensez-vous de l'impact de cette génération sur la mode africaine? Apporte-t-il quelque chose de nouveau à la scène internationale? Mohamedou. Bien sûr. L'avènement des réseaux sociaux ou l'expansion des réseaux sociaux, c'est un moyen vraiment, c'est le moyen le plus rapide pour vraiment mettre en avant sur la scène internationale nos modes et nos donc, coutumes. de faire la promotion de la mode. Ça fait la promotion. Et aussi, la transparence, ça augmente également la visibilité de ce que l'on fait. Des fois, par exemple, on ne peut pas sillonner toutes les communautés, on ne peut pas sillonner. Par exemple, moi qui suis par exemple au Sénégal, je peux voir quelque chose du Ghana ou du Congo, par exemple, et que je ne parviens pas à trouver au Sénégal. Comment pourrais-je faire en sorte d'avoir ce modèle ou ce style de vêtements s'il n'y avait pas les réseaux sociaux? Donc, à travers les réseaux sociaux, c'est un moyen vraiment le plus efficace, le plus rapide, et de l'avoir. Et on va parler également de la logistique. Et par exemple, quand je puis trouver ça, à travers la logistique, à DHL, on peut faire l'envoi à l'international.
Donc c'est quelque chose qui est vraiment un atout, c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique pour ces jeunes talents, pour ces jeunes stylistes, modélistes, et où qu'ils soient dans le continent africain, pour faire la promotion de leurs produits respectifs. Varso, il y a aussi la réalité économique. Donc la mode africaine s'exporte, mais elle a un impact très correct ici sur le continent. Selon toi, comment cette mode peut-elle vraiment soutenir et transformer l'économie locale? Vous savez, la popularité mondiale de la mode africaine soutient l'économie locale, en créant d'ailleurs des opportunités pour les artisans et les entrepreneurs. Les coopératives de tisserands et les petites entreprises de confection profitent justement de cette demande croissante pour les textiles et les vêtements africains. Donc cela permet de préserver des savoir-faire traditionnels et de créer des emplois. Je prendrai l'exemple sur la marque AAKS, donc AAKS, fondée par Akosua Afriquier Kumi au Ghana. Donc, collabore justement avec des artisans locaux pour créer des sacs tissés à la main qui sont vendus à l'international. Donc, ce qui fait un gain important pour les artisans locaux. Merci Varso. Alors, si on regarde vers l'avenir, comment voyez-vous la place de la mode africaine dans 10 ou 20 ans? Je commence avec Mohamed. Moi, je dirais que ça semble vraiment prometteur. Avec une reconnaissance croissante sur la scène internationale. On en voit par exemple, on peut en citer beaucoup d'exemples, à savoir nos dirigeants par exemple, à savoir Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, le président également de la République du Nigeria. Par exemple, quand ils partent en tournée internationale, ils se revêtent la plupart de tenues traditionnelles. Ils ne seront pas en costard-cravate. Mais ils vont non seulement pas partir pour renforcer la coopération bilatérale ou les coopérations multilatérales, mais aussi pour représenter l'Afrique à travers les chapeaux, tout, quel que soit l'aspect que l'on veut vraiment s'accentuer. Donc moi je pense que c'est quelque chose, encore une fois, qui est prometteur sur la scène internationale. Et nous avons également la mise en avant des collaborations locales et internationales, la création d'événements comme le Lagos Fashion Week, qui sont également des signes d'évolution positive de l'industrie. Et il y a également des initiatives qui mettent en avant l'éthique et l'éco-responsabilité sur une dimension moderne et alignée avec les attentes des consommateurs. Donc, pour juste dire que ça continuera vraiment de résonner, non seulement comme un vecteur de style, mais aussi comme une affirmation, comme on l'a dit à l'entame de nos propos, comme on l'a bien mentionné à l'entame de nos propos, comme une affirmation d'identité et un moteur de transformation socio-économique. Merci Mohamedou. Varso. Vous savez, la mode africaine continue justement d'évoluer et de plus en plus de créateurs s'approprient des techniques modernes tout en intégrant des éléments traditionnels. Donc l'avenir de la mode africaine se situe dans l'innovation qui doit être durable, la collaboration interculturelle et l'exploration vers de nouveaux marchés. Et donc en misant sur ces pratiques éthiques et des matériaux durables, la mode africaine pourrait se positionner comme un modèle pour l'industrie mondiale aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, chers chroniqueurs, pour cet échange passionnant. Et la mode africaine, on le voit bien, ce n'est pas seulement une question de vêtements, c'est une question d'identité, de mémoire et d'expression collective. Elle incarne notre passé tout en regardant vers l'avenir et elle nous permet de dire au monde entier qui nous sommes. Merci à Hassiba Djebloun à la réalisation, merci à Amine à la barre technique, à vous, nos auditeurs, qu'en pensez-vous? Comment la mode africaine vous inspire-t-elle dans votre quotidien? Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux et Fliria FM pour continuer la conversation et partager avec nous vos styles et créations préférées. C'était Brassage, votre émission où l'Afrique s'écoute et se comprend. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau débat socio-culturel.